Eh bien, il n'y a pas de souci. Monsieur le procureur, vous avez la parole. Très bien. 26. 26, un nombre qui paraît insignifiant, presque innocent. La vérité, c'est qu'il est aussi éloquent qu'effrayant. 26, Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs de la Cour, c'est le nombre de féminicides survenus depuis le début de l'année 2025. Ce nombre, c'est une tragédie, et sachez qu'il m'attriste tout autant que vous. Mais aujourd'hui, les faits qui nous sont exposés témoignent d'une toute autre difficulté, néanmoins teintée d'une étrange proximité. Pourquoi, vous interrogerez-vous peut-être? Car c'est une funeste addition à ce triste nombre qui a été de justesse évité. La question, elle est malheureusement de savoir comment. Madame Wilde aurait pu être la 27e victime. La 27e victime d'un homme violent et menaçant. Fort heureusement, elle l'a évité de justesse. Mais à quel prix? François Mauriac disait jadis que la vengeance déguisée en justice, c'est notre plus affreuse grimace. Et aujourd'hui, cette grimace, c'est sur le visage de Madame Wilde qu'elle se dessine. Elle n'est en rien anodine. Une femme battue et humiliée devant ses enfants par un mari violent. Voilà son sombre quotidien. Suite à la perte de son fils, qui s'est ôté la vie pour ne pas avoir à contempler le germe d'une violence paternelle qui naissait en lui chaque jour, elle fut d'autant plus désorientée. À mesure qu'elle voyait son calvaire s'éterniser, la vie de Madame Wilde était à son périgée. Dans un énième jour de douleur, prisonnière depuis trop longtemps d'une bien trop grande rancœur, d'une ardeur qu'elle gardait depuis beaucoup trop longtemps, Madame a pris une décision. Ce fameux jour, elle a voulu rendre ce silence éternel en le brisant non pas par un, mais par 2 coups de feu, directement dirigés vers son mari. Une tragédie qui en entraîne une autre. Ce qui aurait pu être un coup de théâtre est en réalité la sombre réalité. Mais alors, animée par le regret instantané d'une femme complètement choquée par son acte, elle a appelé les secours et tenté de le sauver, ce qui nous amène en ces lieux aujourd'hui. Entre omerta et vendetta, il n'y a que 2 syllabes, l'une entraînant l'autre dans une valse meurtrière. En dépit des actes que l'on peut qualifier d'odieux de monsieur, Madame Wilde n'a pas fait le bon choix. Je plaiderai en conséquence l'équilibre de la balance et le tranchant du glaive, à l'instar des symboles du droit que vous connaissez tout autant que moi. Une justice équilibrée et tranchée, pas une justice privée que chacun exercerait dans son foyer, pour que de telles violences ne soient plus jamais réitérées. C'est à travers la matérialité de l'infraction, sa requalification en tant que tentative, ainsi que le rejet de la légitime défense, que je m'exprimerai successivement pour amener de la clarté à mon raisonnement et le juste équilibre que nous recherchons tous dans ce jugement. Alors sans plus tarder, encadrons cette matérialité. Et pour ce faire, une disposition claire, l'article 221-1 du Code pénal. Cet article présuppose une intention de tuer ayant mené à un résultat de mort avéré. Il est ici question de la jurisprudence constante de la chambre criminelle de notre cour régulatrice, qui veille à indiquer clairement cette manifestation de l'intention criminelle à travers sa transcription latine de l'animus necandi, aggravée par la situation de conjugalité des 2 protagonistes de l'infraction, en vertu de l'article 221-4 du Code pénal, en son 9e alinéa. Ce matin-là, l'animus necandi, Madame l'a eu. En raison des circonstances, ce climat pesant et cette énième scène de violence infligée par monsieur, c'est bien exécuter son mari qui a été rapidement réfléchi, puis décidé dans la foulée. Elle a armé le fusil, a tiré une première fois, puis constatant que ce n'était pas suffisant et que monsieur tentait de quitter la chambre, c'est d'une toute autre chambre qu'une 2e balle est partie, celle de son fusil. On peut à la rigueur admettre qu'une balle peut relever d'une impulsion, d'une perte temporaire de la raison, dira-t-on. Mais 2, c'est bel et bien une décision. L'animus necandi est ainsi pleinement constitué. Le résultat et élément constitutif du meurtre ne peut cependant pas être constaté, car prise d'un remords instantané, Madame Wilde a tenté de sauver son mari, juste après avoir voulu le tuer. Néanmoins, toute personne qui s'aventure sur un chemin à finalité punitive et n'arrivant toutefois pas à ses fins peut en rester au stade d'une tentative. Et ce, en vertu des dispositions claires, une fois de plus, de l'article 121-4 du Code pénal. Pour ce faire, un chemin doctrinal a été tracé, un chemin qui peut s'avérer obscur, mais qui nous éclaire sur la technique juridique que nous devons en l'espèce appliquer. Ce chemin, il porte un nom, l'iter criminis. Il commence sa route par une pensée criminelle, la simple interrogation, poursuivie par la résolution criminelle, la détermination. Vient ensuite le commencement d'exécution. Là, ce n'est plus une pensée, c'est bien une action. Pour finir dans l'apothéose sordide qu'est la commission de l'infraction. Pour que la tentative soit ainsi constituée, il faut que le chemin ait été poursuivi jusqu'au commencement d'exécution en vertu de l'article 121-5 du Code pénal. Les actes commis jusqu'alors doivent tendre directement, dans le temps, vers la consommation de l'infraction, et ce d'une façon apte à le produire,
en vertu de la célèbre jurisprudence Chibé-Benamar, rendue en 1962 par la chambre criminelle du Quai de l'Horloge. L'acte qui nous intéresse en l'espèce ne laisse aucun doute quant à la finalité souhaitée. Madame a actionné cette gâchette pour le tuer. Ce seul fait, s'étant produit non pas à une, mais à 2 reprises, constitue nécessairement le commencement d'exécution d'un acte qu'elle voulait meurtrier. Pour la défense, demeure ainsi une seule nuance, le désistement volontaire. Ce dernier est le seul comportement permettant que la tentative soit écartée, mais conformément à une décision rendue le 21 juin 2017 par la chambre criminelle, il ne peut avoir un tel effet s'il intervient alors que l'acte a déjà été réalisé. C'est ainsi qu'on le différencie du repentir actif, selon l'unité temporelle dans laquelle nous nous plaçons. En l'espèce, Madame a appelé le secours après avoir tiré. Seulement, arrêter une action alors qu'elle a déjà été entamée, cela ne veut pas dire que l'on sait désister. En matière de meurtre, on considère que le résultat dommageable, ici la mort, commence à se consommer dès le moment où la victime a été atteinte par ce tir. Il y avait donc en l'espèce un commencement de consommation, écartant le désistement volontaire. Les balles avaient déjà quitté le canon du fusil et avaient déjà terminé leur course dans le corps de M. Wilde, et ce, dans un prisme temporel laissant tout juste place au repentir actif. Ainsi, l'ensemble des éléments normatifs, doctrinaux et jurisprudentiels convergent tous pour qualifier présentement ces faits d'une tentative qui se voit pleinement constituée. De plus, et pour écarter définitivement une possible exemption sur le fondement de l'article 132-78 du Code pénal relatif au repentir actif et que l'on pourra vous mentionner par la suite, il n'est pas possible d'ainsi exempter Madame Wilde, car le seul fait d'avoir permis d'éviter la réalisation de l'infraction, seul et unique cas d'exemption au stade du repentir actif, si tant est qu'il soit considéré, ne peut être admis si et seulement si le processus de consommation que je décrivais préalablement n'a pas déjà commencé son cheminement. Et ainsi, au vu de la théorie que je vous exposais préalablement, la consommation avancée de l'infraction et les tirs ayant d'ores et déjà touché leur cible, l'exemption relevant du repentir actif n'est aucunement considérable. Néanmoins, un dernier élément relevant d'un fait justificatif subsiste. On pourra en effet vous dire que c'est une question de légitime défense. Ce fait justificatif qui pourrait exempter Madame Wilde de toute répression doit être scruté dans ses éléments les plus précis. Mais alors que nous dit le droit ? C'est l'article 122-5 qui nous éclaire en la matière, disposant que l'attaque, si tant est qu'elle soit injuste, illégale et intentionnelle, se voit répondre par une riposte proportionnée, n'excédant en rien les moyens employés par l'attaque. Mais user d'une arme à feu face à des coups, aussi violent et odieux soit-il, cela n'est pas proportionné, ni même équilibré, ce qui réfute le fondement de la légitime défense en tout point, la jurisprudence écartant toute action qui se voit non mesurée, et déconstruit ainsi la légalité potentielle de l'attaque de Madame en tout point. Malgré ce que l'on pourra vous dire, le meurtre n'était pas la seule solution s'offrant à elle, mais c'est celle qu'elle a choisie. Car face à une scène de violence, aussi odieuse et violente soit-elle, c'est 2 balles qu'elle a tirées. C'est bien la mort qu'elle a voulu donner. Dura lex, sed lex. Mais aujourd'hui, c'est bien ma voix qui s'élève, portée par le souffle, l'héritage de M. Badinter qui faisait valoir la vie comme une priorité que l'on se doit de respecter, peu importe l'atrocité des faits commis. Réprimer la violence par la violence n'était déjà plus à l'époque une solution envisageable. Et aujourd'hui, je souhaite qu'on entende ma voix comme on a entendu la sienne, afin de faire cesser cette répression de nature vengeresse qui s'apparente seulement à une justice privée et n'a ainsi qu'une seule issue, celle du chaos et de l'anarchie, l'inverse terni de l'ordre et de la justice. Je me dois cependant de faire respecter la rigueur de notre droit en l'adaptant de la façon la plus adéquate possible à la situation qui touche autant les cœurs de la population que le mien. Le ministère public requiert donc en conséquence une peine proportionnée de 15 ans de réclusion criminelle à l'encontre de Madame Wilde, atténuée par la situation terrible à laquelle elle faisait face, en vertu des dispositions de l'article 221-4 en son 9e alinéa de notre code pénal. Nous demandons également un retrait permanent du permis de chasse ainsi qu'une prise en charge adéquate au sein d'un centre d'accueil pour femmes victimes de violences conjugales, tel que l'association Solidarité Femmes Loire-Atlantique. Cette situation, elle me touche tout autant que vous. Pour les violences faites aux femmes, il n'existe aucun pardon, et le meurtre n'est jamais une solution. La femme est l'avenir de l'homme, comme le disait si bien Aragon. Alors protégeons-les, à l'instar de nos mères et de nos sœurs. Mais ne laissons pas la vengeance nous corrompre le cœur. Laissons la justice et le droit être leur seul et unique sauveur.